Ce podcast bénéficie du soutien de Non-Violence 21, Sortir de la violence et du Cénac. Il vit aussi grâce à vos dons qui m'aident énormément. Merci et ne lâchons rien. Il vit enfin au travers d'ateliers et de conférences interactives dans lesquelles je présente la culture d'empathie. Contactez-moi si vous êtes intéressé. J'ai la joie aussi de vous annoncer la création d'un parcours en ligne pour approfondir la non-violence active, Innova. Cette formation proposée par l'association Management Humain Durable est l'occasion de s'approprier un outil précieux évoqué à plusieurs reprises dans ce podcast, la roue du changement de regard. Les liens pour me soutenir et pour découvrir cette initiative sont dans le descriptif de l'épisode. Belle écoute! C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne. On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois. Bienvenue dans le podcast La force de la non-violence. Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence, parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elle nous offre pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre. Être en colère, c'est la bonne santé, vous savez. Désobéissance civile de masse. Dans le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie est le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative. I still have a dream. Ahimsa. Gaza. Ton nom résonne avec force comme un écho venu de terre fière. Il porte en lui l'histoire, la vie et l'avenir d'un peuple enraciné dans les sables. Gaza, ville du vent et des collines, tu as vu les larmes, les combats et le sang. Mais dans tes yeux brillent des étoiles fines, l'espoir d'un demain qui vaincra. Cet extrait d'un poème de Ziad Medhouk vient illustrer mon choix du titre Gaza pour un épisode de La force de la non-violence. Choix délicat vu les circonstances, vu la violence déployée depuis tant d'années dans cette région du monde, vu la violence des attentats du 7 octobre 2023 et vu la violence de la riposte qui a eu cours pendant plus d'1 an dans cette prison à ciel ouvert. Si la force de la non-violence n'a pas encore été démontrée dans cette situation terrible, il me semble que la preuve se fait un peu plus chaque jour de l'échec absolu de la violence, systémique comme réactionnaire, de son interminable escalade et de son inadaptation à réparer, restaurer ou résoudre quoi que ce soit. 2 personnes seront à l'honneur dans cet épisode. Ziad Medhouk, résistant palestinien non violent qui a choisi de rester dans sa ville, de témoigner, d'aider les jeunes, d'écrire des poèmes, et Éléonore Merza-Bronstein, anthropologue spécialiste de la société israélienne, militante juive antisioniste. Ziad Medhouk est professeur de français à l'université de Gaza et auteur de nombreux livres en langue française, dont « Être non-violent à Gaza ». J'ai pu enregistrer son témoignage malgré une connexion et un son difficile. Je l'émaillerai de quelques extraits de ses poèmes et récits inclus dans son dernier ouvrage « Ma vie sous les bombes ». Écoutons Ziad Medhouk nous raconter son vécu à Gaza. Une semaine après l'entrée en vigueur de l'accord cessez-le-feu, rien n'a changé, rien ne semble changer. Il y a toujours la pénurie d'électricité, la pénurie de médicaments, la pénurie de nourriture. Voilà, donc pour les Palestiniens, c'est vrai, à part l'arrêt des bombes, rien n'a changé pour les Palestiniens de Gaza. Sur le marché, il y a une petite amélioration, il y a une baisse de prix, mais les prix sont toujours élevés, très chers par rapport à avant 7 octobre. Les passages sont fermés et les organisations internationales qui avaient l'habitude de distribuer des aides humanitaires, ils sont débordés, ils sont coincés parce qu'ils ne peuvent pas distribuer de colis alimentaires pour les familles dans le besoin. Donc un quotidien très difficile, donc avec beaucoup de difficultés. La nourriture est un élément très important, mais la priorité pour nous, c'est la sécurité de nos enfants. C'est trouver un refuge. Mais les Palestiniens de Gaza, ils ont développé une résilience extraordinaire malgré l'ampleur de ce carnage. Ziad Medhouk me raconte alors certains de ses souvenirs douloureux. Il y a d'abord quand j'étais encerclé le mois de novembre donc 2023. Et donc quand les chars sont arrivés,
on s'est caché dans un immeuble. Et donc, on était 6 familles, ça veut dire qu'il y avait presque 42 personnes dans l'immeuble. Pendant la présence des chars et des blindés israéliens dans le quartier, c'était 3 jours et nuits terribles. Donc, on ne pouvait pas ni allumer les lampes, ni regarder les fenêtres parce que les chars et les soldats marchaient dans le quartier. Donc, on avait peur, surtout qu'on avait des enfants. On ne pouvait pas ni manger, ni boire, ni bouger, ni parler, voilà, pour ne pas faire de bruit. Et heureusement que les 3 jours ils sont passés, donc voilà, donc ça c'est parmi les souvenirs. Donc après il y avait la destruction de ma maison, donc mon immeuble de descendre. Ils sont assassinés mon frère et sa femme et ses 5 enfants. Je suis allé donc le 3 décembre, mais pendant 10 minutes seulement pour récupérer le corps de mon frère. Après on pouvait pas parce que les chars ils sont restés 3 mois. Et donc, j'étais en déplacement pendant 5 déplacements forcés d'un quartier dévasté à un autre quartier détruit. C'était une situation terrible pour moi. Malheureusement, tous les souvenirs sont tristes. On apprend toujours la mort, la disparition des proches, des amis. La nuit, je n'arrive pas à dormir. Je pense à mon frère assassiné avec toute sa famille. Et je pleure, seule. J'essaie de revenir à de beaux souvenirs avant cette agression. J'essaie de rêver, d'espérer un avenir meilleur. En vain. Un bilan provisoire de ces 15 mois de l'horreur absolue. Ce bilan est adressé par le ministère de la Santé et de l'Autorité palestinienne et plusieurs organisations internationales présentes sur place. D'abord, il y a 47 200 morts palestiniens. C'est un numéro 1. 80% de ces morts sont des enfants et des femmes et des civils, personnes âgées. On a 17 000 enfants donc assassinés. On a 112 000 blessés. Et on a presque 12 000 sur les décomptes. Il y a la destruction de 83% des infrastructures civiles. On peut dire tout est détruit à Gaza, les écoles, les universités, les mosquées, les églises, les puits d'eau, les jardins, les administrations, les maisons, les quartiers. Donc voilà où vous marchez à Gaza, il y a les ruines, les décombres. Je pense que les jeunes de Gaza sont désespérés parce que même avant cette agression, il y avait le blocus, il y avait la fermeture de frontières, il y avait le chômage qui dépassait 75% de la population jeune. Donc voilà, après cette agression, le taux de chômage est arrivé à 99%. Donc il n'y a pas de travail côté des pays, ni commerce, ni entreprise, ni services publics et privés. Mais malgré tout cela, le fait que nous avons décidé de rester, de ne pas partir, c'est pour appliquer le principe de la résistance par la non-violence de l'État, mais surtout pour rester à côté de cette jeunesse désespérée, pour essayer de remonter le moral. Mais on essaie un peu de développer des activités, des actions auprès des jeunes, des enfants, pour maintenir cet espoir pour toute la population civile palestinienne. Le premier objectif de cette agression, c'est mettre la pression sur la population civile. La majorité des morts, des assassinés sont des civils, la majorité des enfants, des femmes, des personnes âgées, priver les Palestiniens de Gaza de l'eau, c'est-à-dire priver les Palestiniens de la vie et accélérer leur souffrance. Pour rappeler que cette population, elle vit un blocus inhumain depuis 17 ans. Cette population, elle a subi 4 agressions, celles de 2009, 2012, 2014, 2021, mais il est toujours là. Et cette population, elle a montré une fois de plus pendant cette agression horrible que la résilience fait partie de clés de la résistance du peuple palestinien. J'étais choqué par quelques médias français qui ne voulaient pas entendre la vérité sur les bombardements, sur les civils palestiniens visés. Souvent, ces médias, soit ils me coupent sous prétexte que la connexion est mauvaise, soit ils m'accordent pas beaucoup de minutes pour témoigner, ça le numéro 1. Le deuxième aspect qui m'a un peu choqué, il n'invite jamais les Palestiniens. Il invite souvent la porte-parole de l'armée de l'occupation et leur source, c'est toujours l'armée de l'occupation. Toujours, ils posent des questions sur les factions militaires. Je leur dis, moi, je m'en fiche des factions militaires. Moi, je suis professeur de français universitaire, je fais partie de la société civile. Je peux témoigner sur la situation actuelle dans la bande de Gaza, la souffrance, la résilience, mais eux
quand ils parlent des otages israéliens, ils ne parlent jamais des prisonniers palestiniens. Et on a vu, ils ont consacré des heures, voire des jours sur la libération de 3 otages israéliens le dimanche dernier, le premier jour de l'annonce de l'accord cessez-le-feu. Et le soir, il y avait 179 prisonnières palestiniennes, disons, pour ce coup. Et ils ont passé ça rapidement, inaperçu, 3 ou 4 minutes. Donc, ça montre un peu qu'il n'y a pas une objectivité pour ces médias, malheureusement. D'ailleurs, en 2022, j'ai écrit une lettre ouverte aux médias français. Je leur dis, nous, les Palestiniens, on ne vous demande pas d'être pro-palestinien. Il faut être pro-justice. C'est ça. Et notre cause, c'est une cause de justice. Nous, les Palestiniens, nous avons perdu tout. Il nous reste 2 aspects. Notre attachement à la terre, notre résistance, notre résilience et surtout la solidarité internationale. La solidarité internationale, elle en montre une fois de plus son efficacité. Regardez l'exemple de campus universitaires américains, européens. Ils ont joué un rôle très important pour mettre la pression sur le gouvernement européen, américain, pour essayer un peu de mettre la pression sur le gouvernement israélien pour qu'il accepte le principe de l'accord. Le fait que je suis resté attaché à ma terre, ça fait partie de mes principes. D'accord, c'est l'importance de l'éducation, l'importance de la non-violence comme forme de résistance. L'occupation et la peur des non-violents plus que les violents. Les combattants, ils peuvent les bombarder, ils peuvent les assassiner, mais pour les non-violents, le chemin est très long. En Palestine, il y a plusieurs formes de résistance. Il y a la résistance militaire, il y a la résistance diplomatique et politique, il y a la résistance par l'attachement à la terre, il y a la résistance par l'éducation, la résistance par la non-violence. Moi, avec beaucoup de mes compatriotes, on a choisi la résistance par la non-violence. Ça veut dire rester attaché à la terre, combattre l'occupation par la poésie, par le témoignage. À Gaza, en Palestine, sous les bombes, la musique est lutte, l'art est combat, la culture est résilience, l'éducation est résistance, l'apprentissage, engagement, le savoir est soulagement. Récupérer un instrument de musique dans les décombres d'une maison détruite par les bombardements est défi. Chanter à côté des ruines d'un quartier dévasté est victoire. Pour les Palestiniens, on doit attendre. Donc c'est vrai, une semaine après l'annonce de cessez-le-feu, rien ne semble changer, mais on garde espoir qu'il y aura davantage une pression de nouveau internationale comme ils ont fait pour arriver à un accord de cessez-le-feu, pour que la communauté internationale. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un garant, il n'y a pas un observateur, par exemple. Et ça, c'est l'occupation, elle a violé 2 fois le cessez-le-feu. Il y avait 2 morts à Rafah, un jeune et un enfant. Personne ne parle, ni médias, ni observateurs. Vous voyez un peu, donc le plus important pour nous, c'est avoir un garant pour les accords signés, soit l'accord cessez-le-feu, soit les accords de paix. Donc, on garde espoir que ce sera la dernière agression, mais avant tout, il faut appliquer les accords signés pour que la justice règne et pour que la paix arrive rapidement dans la région. Je peine à croire que je suis toujours vivant, car je vois la mort 1000 fois par jour. Même si je ne la redoute pas, je suis inquiet pour notre avenir. L'aspect positif dans tout cela, ce qui me rend fier de moi, je n'ai pas de haine. Amitié palestinienne de Gaza, qui n'est plus Gaza, et de Ziad, qui n'est plus Ziad. Dans Ma vie sous les bombes, Ziad Medouk parle aussi de la force incommensurable des femmes lors de cette nouvelle Nakba. Nakba, la catastrophe pour les Palestiniens. Nakba, c'est justement le titre du livre coécrit par Eleonore Merza-Bronstein et Eitan Bronstein, 2 militants antisionistes fondateurs de l'ONG Decolonizer, qui ont longtemps agi en Israël avant de poursuivre leur combat depuis Bruxelles. Eleonore Merza-Bronstein est une féministe intersectionnelle spécialisée dans l'éducation populaire. Sa détermination sans faille à porter haut la voix de l'antisionisme juif force aussi l'admiration. Je tiens à préciser que nous nous sommes rencontrés avant l'annonce du cessez-le-feu. Eleonore Merza-Bronstein, comment vous avez vécu le 7 octobre 2023 ? Alors moi, le 7 octobre 2023, je me suis effondrée parce que j'ai été sidérée, en fait. Je crois comme tout le monde. Je n'avais pas imaginé que la question palestinienne referait surface de cette façon, qu'elle serait de cette intensité-là. Pour moi, le 7 octobre, c'est pas une surprise puisque quand on enferme des gens dans une prison à ciel ouvert, quand on a connu
que le contact avec les Israéliens n'est qu'un contact avec des soldats, avec l'occupation. Quand on est mis derrière un mur, il y a vraiment toute une symbolique aussi d'oubli. C'est pour ça aussi qu'Israël construit des murs en Cisjordanie en 2003, a fermé quasiment hermétiquement Gaza en 2006 après la venue du Hamas au pouvoir. La construction de murs ou de barrières sert à ça. Elle sert à mettre les gens derrière, à ne plus les voir et donc à les oublier et à faire comme s'ils n'étaient pas là. Mais d'un point de vue personnel, ça a été aussi douloureux puisque avec Ethan et notre boulot Decolonizer, on a travaillé dans les kibboutz du Sud et notamment à Nir Oz. Donc les kibboutz qui ont été attaqués le 7 octobre 2023. Et nous, on connaît des gens qui ont été tués ou kidnappés, dont quelqu'un avec qui on a pas mal travaillé sur ce projet et dont le corps a été retrouvé il y a quelques mois à Gaza. Donc pour vous faire un peu la genèse de ce projet, avec Decolonizer, notre travail donc en hébreu en Israël, c'était de sensibiliser la société israélienne à son histoire coloniale. Puisque en Israël, ce qu'on apprend, c'est que 1948, c'est Ha'atzmaout, l'indépendance, le renouveau en fait. Et donc toute la partie 48, c'est aussi l'expulsion palestinienne, c'est la Nakba, c'est la catastrophe. Ça, ce n'est pas appris. Alors plus aujourd'hui, je dirais, parce qu'il y a eu un très gros travail mené dessus, mais pendant très longtemps, ça n'existait pas dans le narratif israélien. Non, 1948 n'était pas que l'indépendance qui était enseignée, mais cette indépendance avait un prix, c'était la catastrophe, la Nakba pour les Palestiniens. Donc le Nakba, c'est un mot arabe qui signifie catastrophe et qui désigne l'expulsion de près de 750 000 Palestiniennes et Palestiniens en 1948 et la destruction d'un peu plus de 600 localités dans le but de créer en Palestine historique un État juif. Et donc, cette prise en compte de la douleur, du trauma, de l'histoire de l'autre, ça a vraiment été un objet de travail important pour Decolonizer. Et à ce titre-là, un des objets sur lesquels nous avons travaillé, c'est les ruines, ce qu'il reste dans le paysage israélien, puisque tout Israël, ce qu'on appelle Israël aujourd'hui, a été construit sur des villages palestiniens. Et donc souvent, on a tendance à faire démarrer l'occupation à 1967, donc l'occupation ne serait que la Cisjordanie, la bande de Gaza et le Golan syrien occupé, qu'on oublie souvent dans l'équation de l'occupation de 1967, mais ça concerne aussi le Golan syrien et l'expulsion de près de 200 000 personnes, donc c'est pas rien non plus. Et notre travail a aussi été de changer ce curseur de 67 à 48. On ne peut pas imaginer, comprendre la vague d'occupation de 1967 sans la relier à un continuum colonial qui a commencé bien avant, qui a commencé à la fin du 19e siècle avec l'arrivée des premiers colons sionistes en Palestine historique. Et donc, ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, on ne peut pas le comprendre sans aussi le remettre dans ce continuum colonial. Nous, on habitait à Tel Aviv. Tel Aviv, personne nous dit qu'on est des colons à Tel Aviv. Et pourtant, l'université de Tel Aviv a été construite sur les ruines de 7 villages palestiniens. Donc il y a vraiment une compréhension globale, totale de ce projet colonial. Et donc dans ce cadre de la sensibilisation, on faisait vraiment de l'éducation populaire. Nous, notre terrain, c'était la rue israélienne. C'était aller à la rencontre des Israéliens, parler dans leur langage. Il y a aussi un phénomène d'identification qui est plus facile, c'est-à-dire que je pense que des choses que Decolonizer en hébreu par des juifs israéliens sont peut-être plus entendables par la société israélienne, enfin l'étaient, parce que maintenant je pense que les choses sont très différentes, que si un Palestinien venait dire exactement la même chose, son histoire. Et donc nous on a fort travaillé sur ce qu'on considère être ce privilège d'accès, et donc une posture décoloniale, c'est se dire qu'est-ce que je peux faire en tant que juif ou en tant que juif israélien dans cette société qui me donne un droit de parole, un accès aux médias, un accès aux ressources, un accès aux gens? Qu'est-ce que je fais de ça pour servir une cause qui dépasse qui je suis? Et en l'occurrence, l'autodétermination du peuple palestinien, mais aussi la vraie et seule, pour moi, possibilité d'imaginer un futur, une cohabitation réelle. Et tout l'enjeu a été de prouver aux Israéliens qu'ils avaient un intérêt à ce travail de décolonisation. Et c'est pas juste par altruisme, c'est pas juste parce qu'on veut
reconnaître la douleur de l'autre. C'est aussi, d'un point de vue plus égoïste, penser à son propre avenir dans toute cette situation-là. Alors dans votre livre Nakba, donc vous avez écrit en duo avec Eitan Bronstein, votre mari, et compagnon de route, militant, à qui vous avez créé Decolonizer. Vous lui dites « Je ne crois pas que le projet sioniste a pour objectif d'exterminer les Palestiniens, Palestiniennes. Je crois plutôt qu'il vise à dépalestiniser la Palestine pour que nous puissions vivre entre nous. » Est-ce que vous diriez la même chose aujourd'hui ? Je pense que je dirais la même chose. Alors, avec les accusations de génocide, on peut s'interroger sur la disparition d'un groupe en tant que groupe. Donc, en fait, il y a 5 définitions du génocide. Il n'y en a pas qu'une seule. La définition la plus connue, c'est celle qui s'applique notamment au judéocide, donc le génocide des Juifs par les nazis, à savoir la volonté de faire disparaître un groupe en entier. C'est pas exactement ce qui est en train de se passer en Palestine, puisque les Palestiniens de Gaza sont affamés, soumis à des déplacements, tués. Et donc là, on peut s'interroger sur effectivement la volonté de tuer le plus grand nombre de personnes de ce groupe. Mais les Palestiniens, dans ce qui est devenu Israël, ne sont pas exterminés parce qu'ils sont palestiniens. Donc ce qui est en train de se jouer pour moi à Gaza, c'est vraiment un exemple de cette dépalestinisation. Alors, évidemment, il y a les tarés d'extrême droite pour qui il faut jeter une bombe atomique sur Gaza. Ça, évidemment qu'il y a. Et c'est quand même important de dire que c'est le gouvernement le plus à l'extrême droite de l'histoire qui est en Israël en ce moment. Et que ce qui se passe à Gaza aujourd'hui est aussi lié à l'extrémisme messianique d'un certain nombre des ministres. Ben Gvir, Smotrich, Netanyahou sont des hommes dangereux, mais ils sont dangereux aussi pour Israël, par ailleurs. Et donc, je pense que je dirais la même chose, puisque le projet a toujours été le même. Il faut vider Gaza. C'est un problème colonial. Si on doit les exterminer, soit, mais ce n'est pas le projet initial d'Israël. Le projet est de vider la bande de Gaza. Et Gaza, c'est un test. Gaza n'est pas l'objet le plus important pour ces gens-là. Le véritable enjeu colonial politique, c'est la Cisjordanie. Et donc, pourquoi je dis que c'est un test ? Si le monde ne réagit pas à ce qui se passe à Gaza, si le monde continue à dire « oui, mais quand même, on peut comprendre le droit à la défense, etc. » Ce qui d'ailleurs, en termes de droit international, Israël, en tant que puissance occupante, n'a pas le droit de se défendre. Mais dire ça, c'est absolument scandaleux pour tout un tas de gens. C'est se dire qu'il y a des mandats d'arrêt pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité qui ont été énoncés contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant. Et au lieu de se réjouir et d'appuyer ça, c'est la France qui commence à ergoter sur oui, mais bon, l'immunité. Alors que l'immunité n'est pas reconnue par la CPI. CPI, c'est la Cour pénale internationale. Cette cour, en fait, juge des gens qui se croient au-dessus des lois. Donc non, il n'y a pas d'immunité pour Benjamin Netanyahou, Yoav Gallant. Et quand la France, au lieu d'appuyer ces décisions qui sont historiques, dit « on ne sait pas exactement si on arrêtera Netanyahou, s'il pose un pied sur le sol français », la France ne répond pas à ses obligations en tant qu'État qui a signé le traité de Rome. La Belgique est un cas un petit peu différent. La Belgique, par la voix de son Premier ministre, a réaffirmé qu'elle suivrait les décisions, ce qui signifie que si Yoav Gallant ou Benjamin Netanyahou met un pied sur le sol belge, il sera arrêté. Et je crois que c'est absolument incroyable ce qu'on voit, c'est un test. Et donc Israël sait aujourd'hui qu'elle peut mener un génocide et continuer à être irriguée en armes par les États-Unis et par l'Allemagne notamment, mais aussi avec le soutien d'intelligence et des nouvelles technologies britanniques. Là, je crois que c'est vraiment, vraiment très important que de très grosses associations comme Amnesty International définissent aussi ce qui se passe à Gaza comme un génocide. Et ça reste pas juste quelque chose que les militants disent, et quelque chose par ailleurs que les Palestiniens disent depuis pratiquement le 8 octobre 2023. Et donc je crois que ça nous interroge aussi sur quelle place on donne aux concernés, parce que Israël a complètement scellé hermétiquement Gaza, donc il n'y a pas de journalistes qui peuvent rentrer à Gaza. Et donc, heureusement, on avait, parce que je crois qu'on en a moins,
énormément de journalistes sur place à Gaza qui nous transmettent ces informations en direct, mais c'est comme si les journalistes de Gaza n'étaient pas exactement des vrais journalistes, quoi. Et donc, on va préférer écouter le porte-parole de l'armée israélienne qui déverse sa rhétorique sur tous les plateaux de télévision en France. On ne va pas questionner la subjectivité ou l'objectivité de ses propos, alors qu'il est porte-parole d'une armée. Donc c'est quand même... et de l'armée incriminée dans des crimes plausibles de génocide. Et par contre, un journaliste palestinien va être immédiatement taxé de « Ah ouais, mais il roule pour le Hamas », ou de toute façon, c'est pas exactement crédible ce qu'ils nous racontent, alors qu'ils sont en train d'envoyer des messages de détresse depuis pratiquement un an, quotidiennement. Ils sont en train de filmer le génocide, ils sont en train de montrer ce qui se passe. Et moi, je crois que notre travail aussi en tant qu'activiste, il est non seulement de relayer ça, mais d'archiver, en fait. On n'oubliera pas. On n'oubliera pas tout ce qui s'est passé, on n'oubliera pas le silence des gens, on n'oubliera pas la complicité des gens, et ce sera jugé par l'histoire. Alors justement, l'histoire, j'aimerais revenir à la vôtre, parce que vous avez quand même une identité très particulière. Je dirais que vous êtes un peu une contradiction vivante. Et je voulais savoir en quoi vos origines et ensuite le travail que vous avez choisi sont constitutifs de votre engagement finalement. Moi, je suis née en France, mais en vacances. Donc, mes parents habitaient à l'époque en Jordanie, au Proche-Orient. Ma mère est juive algéro-alsacienne. Et mon père est syrien, musulman. Il a été expulsé du Golan, justement, en 1967. Et donc, en fait, moi, Israël, Palestine, c'est le sujet des repas de Noël chez moi. C'est le sujet d'actualité dont on parle, c'est pour ça qu'on fait des manifs depuis qu'on est petit. C'est vraiment, vraiment constitutif de mon identité. Et c'est pas par hasard que j'ai décidé de faire ma thèse en anthropologie, justement sur cette société israélienne, sur la citoyenneté non juive en Israël. Qu'est-ce que ça signifie dans un État qui se définit comme juif ? Quelle est la place des citoyens qui ne sont pas juifs, en fait ? Je suis militante depuis l'âge de 14 ans, notamment sur les enjeux antifascistes, féministes, mais aussi sur la Palestine. Et je dirais que mon engagement pour la Palestine, il est éminemment lié à mon histoire juive. C'est parce que je suis juive, c'est parce que je sais d'où je viens, je sais ce qui nous est arrivé, que je milite aujourd'hui pour l'autodétermination du peuple palestinien et pour sa liberté. Moi, j'ai été élevée par des parents qui étaient d'abord des militants politiques, et qui m'ont tout de suite enseigné qu'il fallait se tenir du côté des opprimés, même si c'était pas nous. Et donc, moi, j'ai eu la chance de grandir avec une mère juive qui n'était pas sioniste. Donc, je l'ai vraiment perpétué, cet héritage. J'essaie de l'inculquer aussi à mon enfant. Donc, il est aussi élevé dans des valeurs de solidarité, de tolérance, mais il est aussi élevé de façon à être fier de qui il est, y compris de sa judéité. Voilà, je dirais que mon judaïsme est vraiment constitutif de qui je suis, mais aussi de mon militantisme. Et alors, est-ce que le 7 octobre a changé quelque chose dans votre façon de vivre votre judaïsme ? Avant le 7 octobre, j'allais à la synagogue ici à Bruxelles. Et avec le 7 octobre, je ne me suis plus sentie d'y aller, en fait. Donc je parle quand même d'une synagogue libérale, féministe, qui n'est pas vraiment la synagogue la plus traditionnaliste et conservatrice qui existe. Et ben avec le 7 octobre, en fait, ils se sont remis dans le rang du soutien à Israël presque indéfectible. Et donc moi, je n'ai plus senti que j'avais ma place à la synagogue, ce qui pour moi était très difficile, parce que c'est un endroit important. Ben moi, quand j'ai plus de maison, j'en recrée d'autres, en fait. Donc on a un bon groupe ici de juifs antisionistes, très attachés à son judaïsme. On n'a pas de synagogue, mais on fait nos shabbats. On fait notamment nos shabbats féministes décoloniaux. On fait des shabbats pour la Palestine. On fait toutes les fêtes juives ensemble, et dans des lieux publics, avec vraiment aussi cette fierté. Je ne cache pas ma judéité. Tout le monde sait que je suis juive, au travail, dans les commerces. Je n'ai pas du tout peur ni honte de mon judaïsme, contrairement à ce que
Souvent, les sionistes parlent de nous en disant les self-hating Jews, les juifs qui se haïssent eux-mêmes. Voilà, qui se détestent eux-mêmes. Moi, j'ai l'impression d'être une vraie self-loving Jew. C'est justement aussi ce qui donne du poids, je crois, à mon activisme sur la Palestine. C'est aussi ce positionnement de juive pour la justice. Donc, des endroits que je considérais comme des maisons, y compris amicales, politiques, se sont radicalisés, mais malheureusement pas dans le bon sens du terme. Et il y a des amis et camarades de Jewish Voice for Peace aux États-Unis qui ont un terme pour ça, et je trouve que ça s'applique très bien, c'est PEP, Progressive Expectant Palestine. Donc c'est vraiment des gens ouverts, tolérants, progressistes de gauche, mais pas en ce qui concerne la Palestine. Et ça, pour moi, c'est un enjeu aussi de cohérence. Par contre, ce que ça a changé, moi, j'ai jamais vu autant de groupes de juifs se déclarer antisionistes, se mobiliser au quotidien pour la Palestine qu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu ça. Et d'ailleurs, on a fait partie aussi du collectif qui a créé European Jews for Palestine, qui est un nouveau réseau. On a été invité à le lancer au Parlement européen en octobre dernier et qui met vraiment en réseau tout un tas d'organisations juives antisionistes. Et donc, on se sent beaucoup plus fort aussi tous ensemble, puisque j'ai souvent l'habitude de dire que tout seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Vous avez publié un post il y a quelques mois. À Gaza, 9000 femmes ont été tuées depuis octobre dernier. 45 000 femmes sont actuellement enceintes sans accès à l'eau potable, ni à la nourriture, ni aux produits de première nécessité. Toutes les 10 minutes, une femme accouche sous les bombardements. Le corps médical est contraint de faire des césariennes sans anesthésie. Une césarienne, c'est 7 couches de tissu sans anesthésie. La Palestine est un enjeu féministe. Pour moi, la Palestine est un objet total. C'est une boussole politique. Pour moi, la Palestine est un enjeu éminemment antiraciste, éminemment anticolonialiste et donc éminemment féministe. Je crois que quand on lutte pour un monde juste, solidaire, où les relations de violence, de domination ne sont pas le terrain sur lequel on construit nos maisons, alors on ne peut pas négliger la Palestine. La Palestine, c'est un enjeu féministe aussi parce que les femmes palestiniennes sont à l'intersection de plusieurs oppressions. Elles subissent l'oppression patriarcale, comme toutes les femmes partout dans le monde, y compris ici à Bruxelles, mais elles subissent aussi l'occupation. Et il y a une psy palestinienne formidable qui s'appelle Sama Jaber, qui a écrit sur la verticalité et l'horizontalité des oppressions des femmes palestiniennes. Et elle montre que la politique de colonisation, d'occupation, induit aussi un désespoir, qui induit aussi de la violence chez les hommes de la communauté, qui se répercute sur les femmes palestiniennes. Et donc, quand on veut, et c'est vraiment important puisque on est quand même dans un bashing fémo-nationaliste très important où la cause des femmes est utilisée pour servir un agenda raciste. Et quand on est une féministe intersectionnelle, donc pour nous, l'intersection entre la race, la classe et le genre est quelque chose qu'on défend, alors on ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe en Palestine. Et je pense que être en solidarité avec certaines femmes, mais pas avec les femmes palestiniennes, ça vient redire aussi, pour moi, la distinction entre un féminisme qu'on va peut-être qualifier de plus blanc, plus mainstream, et un féminisme intersectionnel. Et est-ce que vous avez des témoignages à partager d'amis qui sont restés à Gaza ? Là, ce qu'on nous demande, nous, les messages qu'on reçoit, c'est aidez-nous à faire arrêter ça, quoi. On n'en peut plus. Qu'est-ce qu'il faut au monde, en fait ? Et c'est vrai que nous-mêmes, on s'interroge sur combien de morts il faut pour que le monde dise « ça suffit maintenant ». On sait que si les États-Unis arrêtaient de livrer des armes à Israël, alors Israël sera à court de munitions au bout de 2, 3, 4 jours. On peut arrêter un génocide et on ne le fait pas. Et donc, nous, les messages qu'on reçoit, c'est des messages d'aide, c'est des messages de levée de fonds, parce qu'il faut continuer à se nourrir à Gaza et que le prix des denrées est devenu hallucinant. On ne trouve pas de savon à Gaza. Les enfants sont en train de développer des problèmes de peau, des infections. On ne trouve pas de produits hygiéniques. C'est un enjeu de santé. Avoir ses règles dans un camp de réfugiés, sans protection hygiénique, c'est difficile.
Et donc nous, ce qu'on essaye de faire ici, c'est d'abord de ne pas faiblir en termes de mobilisation. Et ça demande un travail de solidarité aussi, parce qu'on a souvent des camarades, des jeunes activistes ou des moins jeunes par ailleurs, qui s'effondrent par la dureté de ce qu'ils voient. Moi, j'ai vu des images d'enfants sans tête. Je pensais jamais dans ma vie voir ça. Je pense que ça va nous hanter, en fait. Donc moi, j'ai quand même la chance de vivre avec... Ethan, c'est mon mari, c'est mon compagnon de lutte, c'est mon partenaire politique, de travail. Donc j'ai quand même la chance, moi, de vivre avec quelqu'un qui... On a des désaccords, mais qui comprend exactement ce que je pense, où je me situe. Ethan, c'est ma maison, en fait. On peut se renforcer. Et donc, ce renforcement qu'on a la chance d'avoir, on le partage aussi parce que je pense notamment à une amie qui est très militante aussi et qui, elle, est en rupture complète avec sa famille. Son père, depuis Gaza, lui a dit qu'elle n'était plus sa fille. Et donc, je me sens une responsabilité aussi à faire famille avec elle. Et donc, en fait, c'est aussi imaginer comment on refait famille, comment on refait communauté, à se soutenir les unes les uns les autres. Et ça veut dire aussi accepter qu'à un moment, l'un ou l'une d'entre nous dise « Moi, j'ai besoin là de faire un petit pas de côté ». Mais ça demande une très grande coordination. Comment font là les antisionistes au sein d'Israël ? Alors pour les Israéliens antisionistes, c'est très difficile. Ça a toujours été très difficile. Nous, on est partis aussi parce qu'on était menacés de mort, aussi parce qu'on ne pouvait pas avoir une vie normale sur le terrain. Donc nous, à l'époque où on était là-bas, il y avait une grande campagne contre, je crois, les activistes de Breaking the Silence, où leurs photos étaient affichées dans la rue avec écrit « Shtulim », les traîtres dessus. Donc c'est un niveau de violence dans cette société qui n'est plus approuvé et qui est aussi le fruit d'une histoire viriliste, militaire, colonialiste. Et donc la société israélienne subit une hémorragie de ces militants antisionistes qui partent comme nous. Mais ce départ-là, c'est aussi un privilège. Ethan et moi, et notre fils, on avait des passeports qui nous permettaient de nous installer partout en Europe quand on le souhaitait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas recommencer sa vie, que ce n'est pas très compliqué, mais c'est une possibilité. Et est-ce que ces départs-là, c'est pas aussi abandonner le navire et donc renoncer quelque part à essayer de faire prendre conscience aux Israéliens qu'en fait, ils risquent gros eux-mêmes, au fond, et qu'ils commettent l'irréparable ? C'est une question qu'on s'est beaucoup posée quand on est parti. Est-ce qu'on abandonne ? Oui, il y avait un peu ce côté... on quitte le navire, quoi. Plusieurs choses. D'abord, je voudrais dire que depuis le moment où on est parti, nous, il y a 5 ans, il y a énormément de gens qui sont partis aussi. Et là, avec ce qui se passe depuis 1 an, il y a encore plus de gens qui partent. Je crois malheureusement, mais ça fait déjà plusieurs années qu'on était dans ce constat-là. J'aurais aimé dire le contraire, mais il n'y a pas de contre-pouvoir assez fort en Israël pour changer cette société. Le nombre n'est pas avec nous. Nous étions trop minoritaires. Ils sont encore plus minoritaires aujourd'hui. Et donc, il y a toujours des activistes antisionistes israéliens, bien entendu. Des gens qui se battent, qui manifestent. Ils sont 10 avec des panneaux contre le génocide à Gaza. Mais le poids de ces personnes dans la société israélienne est trop faible. Il l'était déjà il y a 10 ans. Il l'est encore plus aujourd'hui dans une société qui s'est extrême droitisée, s'est habituée à l'inacceptable. C'est-à-dire que le désir de vengeance après le traumatisme réel du 7 octobre conduit à tous les possibles. On peut exterminer des gens parce que c'est eux ou nous. Et ça, c'est quelque chose sur lequel la société israélienne s'est construite. C'est eux ou nous. Et le déni qu'il y a aujourd'hui sur le génocide en Israël est un déni que nous, on avait déjà observé sur la Nakba il y a une quinzaine d'années. Oui, et c'est aussi quelque part une instrumentalisation de la Shoah. Le sionisme, c'est ça. C'est aussi piétiner notre mémoire juive et se servir de nos morts pour instiller dans le corps israélien une peur existentielle. On le décrit dans le livre, à 4 ans, les enfants, à l'école, on leur demande de ramener des bonbons pour envoyer des colis aux soldats pour les remercier de nous protéger. Ils écrivent des lettres aux soldats pour les remercier. Et en cas de guerre, comme aujourd'hui, ce sentiment est décuplé.
c'est eux ou nous. Et donc, si on ne veut pas qu'il y ait une nouvelle Shoah, alors tout est bon. Et en même temps, c'est pas totalement faux, dans le sens où, quelque part, vu la violence dès le début de la colonisation, chez le colonisateur, il y a forcément la peur du colonisé, parce qu'il sent, sans doute inconsciemment, que ce qu'il fait n'est pas OK. Et que sa condition d'existence, le colon, historiquement, en Israël comme partout ailleurs, son existence ne peut être maintenue qu'au prix de la soumission du colonisé. En tout cas, en ce qui concerne Gaza, c'est assez clair. On a mis des gens, on les a expulsés en 1948, on les a mis autour de la bande de Gaza. En 2006, par un processus qu'on connaît, le Hamas accède au pouvoir par voie démocratique, par ailleurs. Ils ont gagné des élections. Alors après, on peut s'interroger sur des résultats, mais c'est le résultat d'élections. Et donc, à partir de ce moment-là, Israël scelle complètement la bande de Gaza. C'est-à-dire qu'avant, il y avait quand même des travailleurs de Gaza qui venaient travailler sur les marchés à Tel Aviv ou dans le bâtiment ou dans la vente. Enfin, et donc là, on bloque, on donne des laissez-passer au compte-gouttes. C'est-à-dire que nous, on a accompagné des Palestiniens qui réussissaient à avoir une autorisation de quitter Gaza pour des hospitalisations ou des traitements médicaux très spécifiques qu'ils ne pouvaient pas recevoir à Gaza. On a vu des enfants de 4 ans sortir sans leur mère, qui n'étaient pas autorisés à les accompagner. Et donc, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est le colonisé qui est venu redire au colon « Pardon, mais tu croyais que je n'existais plus, mais je suis là et je ne laisse pas tomber. » C'est ça que les Israéliens qui continuent à penser que le 6 octobre, tout allait bien, qu'il n'y a pas d'historicité, ont du mal à comprendre. Avant le 7 octobre, ça allait bien. Moi, je croyais que les gens derrière les murs étaient aussi pour la paix. Je dis, mais tu te rends compte de ce que tu dis ? Tu enfermes des gens et parce que tu les vois pas, tu les entends pas, tu penses que tout va bien, en fait. Et il y avait eu des cas avant aussi, c'est-à-dire que là, ça c'est arrivé avec beaucoup de violence. Mais il y a eu des cas avant où la non-violence a été testée. En 2018, par exemple, il y avait de très nombreuses, qu'on appelait les marches du retour, où les Palestiniennes, Palestiniens allaient en famille avec des enfants. Donc, c'était pas des militants, parce que ça, c'est aussi un fantasme bien installé que à Gaza, ce ne sont que des militants, mais à Gaza, ce sont aussi des femmes, des hommes, des boulangers, des camionneurs, des pharmaciens, une société complète. Et donc, on avait des manifestants qui allaient à ce qui est la barrière qui sépare la bande de Gaza du territoire reconnu aujourd'hui comme Israël, et qui venaient se rappeler au souvenir du colon en disant « Vous nous avez oubliés, mais on est toujours là. » Et la marche du retour, c'est pas pour rien, c'est pour continuer à dire que le droit au retour, qui est un droit fondamental, ne peut pas être oublié. Et donc, vous faites comme si on n'existait pas, mais on vient vous redire qu'on existe. Et c'est d'ailleurs ce qui explique la réaction déjà disproportionnée d'Israël à cette époque, qui, face à une marche non violente, canardent comme des animaux les Palestiniens qui viennent manifester. Et donc, on peut analyser comment les recours à des mobilisations non violentes ont été perçus comme des échecs, et qu'à un moment, le passage à la violence devient ce qui nous reste pour nous faire entendre. Alors, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ça, mais on peut comprendre ce qui s'est joué. Donc, c'est vraiment une question qui me hante, en fait. Peu importe la méthodologie essayée, la diplomatie, les attaques, peu importe, il n'y a rien qui fonctionne. Et il n'y a rien qui fonctionne. C'est ça aussi le lien avec la question que font les gens sur place, les antisionistes israéliens, parce que le rapport de force ne viendra pas de l'intérieur. Et j'aurais adoré dire le contraire. Qu'on mobilise les masses, les foules, qu'on convainc les gens, ce n'est pas vrai. Nous, on se retrouvait à se faire cracher dessus publiquement parce qu'on parlait de la Nakba, en fait. Alors, il y avait de l'espace pour nous, pour en parler, mais aussi des réactions violentes par rapport à ça. Jamais dans l'histoire, un privilégié n'a abandonné ses privilèges sans être forcé de le faire. Ça n'est jamais arrivé. Dans n'importe quelle société, n'importe quelle période historique. Et il n'y a aucune raison pour que ce soit différent pour Israël et les Israéliennes et Israéliens. Et donc, en fait, notre enjeu, nous, il est de fortifier, de mettre la pression ici. Parce que sans pression extérieure sur Israël, Israël ne s'arrêtera pas.
Oui, ça me fait penser à cette action que vous relatez où vous avez demandé à des personnalités d'être pris en photo avec un texte qui dit « Je reconnais la Nakba ». Et en fait, vous avez eu plein de refus, même de gens qui pourtant se disaient ouvertement antisionistes, mais la peur des représailles était trop forte. Ce qui montre bien qu'on ne peut pas dire qu'on est en démocratie en Israël. D'abord, il y a plein d'auteurs et de chercheurs et de sociologues, notamment israéliens et palestiniens, bien entendu, qui ont montré qu'Israël avait des attributs démocratiques, mais n'est pas une démocratie, ou enfin si, j'ai souvent l'habitude de dire Israël est une démocratie, virgule, pour les Juifs. Point. Israël n'a jamais fait le choix entre être un État juif, être un État démocratique pour tous ses citoyens. On ne peut pas être les deux. Et les Palestiniens le disent depuis 1948, depuis le début. Les conditions mêmes de l'exercice du sionisme sont intrinsèquement racistes et coloniales. Il n'y a pas de place pour les Palestiniens, ceux qui n'ont pas été expulsés, parce que la majorité a été expulsée. Ceux qui sont restés n'ont pas les mêmes droits que les Juifs israéliens. Alors oui, il y a des attributs démocratiques. Il n'y a pas encore de bus séparés à l'intérieur. On peut aller chez le médecin, mais la répression qui s'abat sur les militants palestiniens en Israël n'est pas la même que celle qui est sur les militants juifs israéliens. Et nous-mêmes, en tant que militants juifs israéliens, il y avait de la défiance, mais il y avait de la place pour nous. On faisait partie de la famille. Et malgré tout, effectivement, dans cette action I Acknowledge the Nakba, je reconnais la Nakba, où on a demandé à des gens de poser avec juste ce papier qui reconnaissait ce qui s'était passé, donc reconnaître l'histoire. C'est juste, on en était là. La plupart a refusé. Et on parle de gens qui peuvent être des journalistes dans des journaux importants, ou à la télé, ou des comédiens. Et donc ça, c'est aussi un enjeu de courage politique. C'est difficile d'être militant. Il faut avoir ce courage-là. Mais je crois que le monde est tellement injuste qu'on ne peut pas ne pas avoir ce courage. Oui, c'est un peu ce que vous dites dans une citation là que vous mettiez aussi, je pense, sur un de vos réseaux sociaux, de Desmond Tutu. Si vous êtes neutre en situation d'injustice, alors vous avez choisi le côté de l'oppresseur. Exactement. Pour moi, ça dit tout de notre posture dans le monde. Il y a des degrés différents de collaboration et de responsabilité, mais, bottom line, s'il y a une situation d'oppression et qu'on ne dit rien, alors on est complice. Et mon grand-père, qui était résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, me disait, il y avait ceux qui nous vendaient aux nazis, qui disaient où les Juifs habitaient et pour récupérer leurs apparts, mais il y a aussi tous ceux qui n'ont rien dit. Et c'est aussi une forme de collaboration. Oui, par la passivité. Tout à fait. On peut l'analyser, cette passivité. Les gens ont peur pour eux, pour leur famille. On peut comprendre tout ça. N'empêche qu'il y a un degré de responsabilité à avoir. Et pour revenir sur les cas qui nous occupent, quand une célébrité prend la parole sur la Palestine pour soutenir la Palestine, pour demander l'arrêt du génocide, alors ça a une influence autre que si c'est Ethan, Éléonore et donc nous, notre travail, il est aussi d'approcher des gens qui ont de l'audience pour leur dire ça serait bien de dire quelque chose, quoi, parce qu'en fait, comme vous dites rien, on pourrait imaginer que vous êtes d'accord. Et donc, en général, les réponses qu'on continue à avoir aujourd'hui, c'est je peux pas faire ça dans mon milieu, mais c'est je sens que Gaza est en train de changer ça aussi. On a de plus en plus de gens qui reçoivent des prix prestigieux, qui sur scène n'hésitent pas à prendre cet espace qui leur est donné pour délivrer ce message, pour appeler à la solidarité. Il n'y a jamais eu autant d'artistes qui soutiennent la Palestine. Et du coup, vous n'avez absolument pas peur de la subversivité. Parce qu'en fait, vous allez jusqu'à dire, pendant longtemps, je n'ai pas compris comment on pouvait mettre en œuvre un génocide. Et maintenant, avec Gaza, je comprends. C'est-à-dire que là, vous faites référence à la Shoah, et je pense que c'est quelque chose qui est quasiment inaudible dans le monde juif. C'est inaudible. Ça dépend dans quel monde juif. Dans mon monde juif à moi, c'est tout à fait audible, puisque mon monde juif est constitué de juifs antisionistes qui reconnaissent l'injustice faite aux Palestiniens depuis 1948 et qui reconnaissent qu'il y a un génocide aujourd'hui et que ce génocide est mené en notre nom. Parce que c'est ça aussi la dimension supplémentaire. C'est un génocide qui est mené en mon nom. Et donc, comme c'est mené en mon nom, je me sens une obligation supplémentaire de le combattre.
Et c'est d'ailleurs sur ça que se crée mon monde. Les gens qui rentrent dans ma vie privée, c'est sur cette base-là, en fait. Je dis souvent que j'oublierai jamais, en fait, les gens qui n'ont pas condamné le génocide, qui ont dit « oui, mais c'est peut-être pas le bon mot », tout ça. Parce que, pour moi, c'est un tel enjeu de valeur, de quel monde on veut, de qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas. C'est tellement important pour moi dans ce que je veux être dans le monde, ce que je veux transmettre à mon enfant, le monde qu'on veut laisser aux futures générations, que pour moi, c'est une césure. Et je crois que c'est une question aussi de self-care, c'est une question féministe de respect de moi-même. C'est-à-dire, je ne veux plus être confrontée à des gens qui me traitent de tous les noms parce qu'ils ne sont pas d'accord avec moi. C'est terminé. Je ne leur donne plus mon temps, je ne leur donne plus mon énergie. Donc moi, par exemple, je ne veux plus débattre avec des sionistes. Et je suis reconnaissante qu'il y ait des gens qui acceptent encore de le faire, et notamment Ethan. Mais moi, personnellement, c'est terminé. C'est dur parce que c'est un podcast qui est censé donner un peu d'espoir dans une culture différente, une culture d'empathie. Là, sur Gaza, quelles attentes, quels espoirs? Est-ce qu'il y a des choses qui bougent, qui vous donnent quand même un peu d'espoir ou... Alors, c'est vrai que c'est difficile d'avoir de l'espoir dans la situation actuelle. Et souvent, je repense à Angela Davis. Et Angela Davis est venue à Paris il y a 2 ans et elle a dit quelque chose de très fort, je trouve, sur ce sujet, puisque elle était questionnée justement sur la Palestine, mais pas que, sur comment garder espoir, en fait. Comment, parce que c'est tellement terrible, et c'était avant Gaza, donc ça ne s'est pas amélioré, bien entendu. Comment garder espoir? Et elle a dit, n'abandonnez pas parce que vous ne connaîtrez peut-être pas le changement, vous ne verrez peut-être pas la victoire, peut-être même vos enfants ne la verront pas, mais un jour vos petits-enfants la verront. Et donc, en fait, il y a cette idée qu'on ne se bat pas pour nous. J'aspire de tout mon être à voir une Palestine libre de mon vivant. Mais je veux pouvoir dire à mon enfant que j'ai tout fait. Et en fait, les générations continueront à se battre. Et en tant que féministe, moi, je me mets toujours dans des filiations. Je pense toujours que les combats que je mène sont aussi le résultat de combats qui ont été menés avant. J'ai pas inventé l'eau chaude sur rien du tout. Je réinvente rien. Souvent, les gens me disent « Mais comment vous réinventez votre judaïsme ?» Je réinvente rien, en fait. Je me mets dans des filiations de choses qui existent. Je change les choses qui ne me plaisent pas, mais je ne réinvente rien. Et donc, je pense que les systèmes autoritaires, injustes, ne peuvent pas durer de façon illimitée. Alors, je sais que c'est long, et ça, c'est quelque chose que je ne me permettrai pas de dire face à l'urgence à des gens qui sont en train d'être génocidés ou qui ont perdu toute leur famille. Mais je crois que nous, le recul qu'on peut avoir, justement, en n'étant pas sur le terrain avec des bombes qui nous tombent dessus, c'est de garder cet espoir qu'un jour, on va y arriver. Et le fait de garder cet espoir-là, c'est aussi quelque chose qui nous maintient. Et pour moi, encore une fois, c'est une obligation morale vis-à-vis des gens qui sont sur place sous les bombes. On ne peut pas aujourd'hui, à Bruxelles, à Paris, à Toulouse ou n'importe où, dire « Pardon les gars, mais on n'a plus d'espoir ». On ne peut pas faire ça, on n'a pas le droit. On ne peut pas abandonner ce combat, on ne peut pas abandonner l'humanité, parce que Gaza est en train de recolorer l'humanité. Merci Éléonore Merza-Bronstein et Ziad Medouk. Pour ceux qu'on chasse de leur maison, j'écris ce texte avec le cœur et la raison. Je n'y peux rien, c'est la vérité, vous effraie. Mais je suis ni aveugle, ni sourd, ni muet. Se taire, c'est parfois cautionner la violence et le non-droit. Je ne serai pas complice du silence. Anticolonialiste, ce n'est pas être antisémite. Je suis qu'un homme avec le sens de la justice. Je n'ai que la parole pour treillis, pour ceux qu'on traite en étrangers dans leur propre pays, pour ceux qui ont été spoliés, volés, qui ont vu leurs droits les plus fondamentaux violés. Si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, vous pouvez soutenir mon travail en le partageant et en parlant autour de vous. Et vous pouvez aussi me faire des dons, ponctuels ou réguliers, en cliquant sur l'onglet « Soutenir » du site force-nonviolence.fr.
Je nous souhaite d'utiliser nos peurs, nos colères et nos révoltes comme un moteur pour agir et transformer ce monde. Ahimsa. T'as deux options, la lutte ou la résignation. La Palestine n'était pas une terre sans peuple, destinée à accueillir un peuple sans terre. Il y a bien un occupant et un occupé. Il y a bien un oppresseur et un opprimé. Le renier, c'est tenter d'effacer l'histoire, et effacer l'histoire, c'est refuser qu'on la répare. Il y a bien un agresseur et une victime, un colonisateur et un résistant palestinien. Il est question de faits établis, pas de point de vue. Ma raison peut s'y tenir, même si mon cœur est ému. Il ne s'agit pas de deux forces égales qui s'affrontent. Les médias parlent de guerre, quelle honte! La troisième puissance armée face à une nation sans état. Plus de 1000 pour 10 à la dernière intifada. C'est ça la guerre. Mais malgré tout ce qu'ils subissent, les Palestiniens résistent, les Palestiniens existent. J'ai rarement vu un peuple si courageux. Sa fierté brille comme le soleil, même par temps orageux. Je peux pas me désolidariser, juste en tant qu'être humain, je suis obligé de me positionner. C'est un appel à partager leur peine. Et les ignorants diront que c'est un appel à la haine. On ne nourrit pas l'injustice en la dénonçant, mais en la taisant, quoi qu'ils disent. J'écris avec le cœur et la raison. Car sans le cœur et la raison, il n'y aura jamais de paix à l'horizon. Parlons de faits, pas de vision. La paix sans la justice ne sera jamais qu'une illusion. Sans le cœur et la raison, non, il n'y aura jamais de paix à l'horizon. Parlons de faits, pas de vision. La paix sans la justice ne sera jamais qu'une illusion. Pas de quiétude dans l'occupation. Au quotidien, l'occupation, c'est l'humiliation. L'humiliation est violente, constante. Aux frontières des checkpoints, la liberté est agonisante. Je décris la détresse d'une nation qui sur ses propres terres n'a plus la libre circulation. Sous couvert de sécurité, l'apartheid se maquille et le mur sépare les familles. Les colonies se multiplient sous l'œil actif et complice des États-Unis. Négociations sans fin pour la création d'un État palestinien. Mais quand viendra l'heure, qu'est-ce qu'il en restera? Quelques bouts de terre éparpillés. À l'heure où j'écris ce texte, plus des 3/4 ont été pillés. Près d'1 million d'êtres humains ont été poussés à l'exil. Pourquoi quitter leur terre si leur vie n'était pas en péril? Et leurs biens sont devenus les leurs. Les espoirs de retour sont devenus des leurs. As-tu entendu parler de la dite loi des absents? Les biens des réfugiés reviennent à l'occupation. Qui peut prétendre trouver ça normal? Qui peut prétendre que je devrais rester impartial? Pour rester impartial, quand l'injustice est flagrante, il faut être sourd avec une morale non-voyante. L'histoire témoignera que je me suis levé comme j'ai pu, pendant que les grandes puissances les regardent crever. Tous parlent de droits de l'homme, mais n'empêchent pas le massacre. Les sanctions de l'ONU ne sont applicables qu'à l'Irak. On ne compte plus les orphelins, les balles qui se sont perdues dans les poitrines de gamins. Combien de nourrissons sous les décombres, de familles entières décimées par des bombes, d'assassinats dissimulés, foudroyant des civils, d'emprisonnement arbitraire. Dites-moi, pensez-vous que je devrais me taire? Je suis censé vivre dans une démocratie, pourtant j'ai peur quand je relis ce que j'écris. Tout est basé sur des faits, mais je crains quand même l'orage. J'écris avec le cœur, la raison et le courage. Car sans le cœur et la raison, il n'y aura jamais de paix à l'horizon. Parlons de faits, pas de vision. La paix sans la justice, une illusion. Sans le cœur et la raison, non, il n'y aura jamais de paix à l'horizon. Parlons de faits, pas de vision. La paix sans la justice, une illusion. Une illusion. Une illusion. حزن في قلبي
حزن في قلبي حزن في قلبي